Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, je termine ma présentation. Donc, je m'appelle David Coutreau, je suis donc conseiller juriste à l'ADIL de la Gironde. L'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Bon, nous sommes le centre d'information juridique sur toutes les questions liées au logement. Donc, notre but, c'est de pouvoir répondre à tous les usagers, les consultants, quel que soit leur statut, gratuitement, hein, sur toutes les questions liées au logement. Bon, ça va bien sûr sur toutes les questions liées à la copropriété, le droit locatif, la construction, l'urbanisme, mais également les questions d'ordre fiscal, hein, sur les fiscalités liées à l'immobilier, et puis également sur le volet financement lié à l'accession, financement lié à l'investissement locatif et à la rénovation, et éventuellement également la rénovation énergétique. Donc, on est basé à Pessac, on reçoit les consultants totalement gratuitement, tous les jours et sans rendez-vous, mais on a également des permanences sur l'ensemble du département donc de la Gironde. Si vous souhaitez nous poser des questions, venir nous consulter, vous pouvez consulter notre site adi33.org. Donc aujourd'hui, on va parler donc du droit de surplomb. Ce droit, il a été apporté par la loi que je vais vous présenter. Le volet est très pratique, très réglementaire, mais qui, tout à l'heure, vous le verrez par l'intervention de Philippe, vous verrez les modalités du coup plus pratiques. Euh, Ce droit, il a été institué par la loi sur le constat que isoler un bâtiment par l'extérieur s'impose comme l'un des leviers les plus efficaces pour réduire les consommations énergétiques. Pourtant, lorsque on rajoute un isolant qui déborde sur la propriété d'un voisin, le projet peut se heurter immédiatement au droit de propriété, hein, qui est le droit constitutionnel en France et qui est protégé par la Constitution et les dispositions prévues par le Code civil. Et de fait, cela constitue un trouble de voisinage. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte de cette notion de troubles de voisinage qui sont issus d'articles du Code civil, juridiquement, les troubles de voisinage ils peuvent être sanctionnés sur plusieurs fondements. Sur le fondement de la responsabilité pour les troubles anormaux de voisinage, sur le fondement de la protection du droit à la vie privée et sur le fondement de la protection du droit de propriété. Et c'est celui-ci, bien sûr, qui nous intéresse et c'est un droit qui est prévu aux articles 554 et suivants du Code civil. Donc, des troubles de voisinage peuvent naître en raison de l'atteinte au droit de propriété. Et sur l'atteinte du droit de propriété, il y a plusieurs là, également dispositions. C'est les constructions ou les plantations des matériaux d'autrui, c'est les constructions et les plantations sur le terrain d'autrui et l'empiètement sur le terrain d'autrui. Et c'est vraiment le sujet qui nous concerne donc par rapport à ce droit de surplomb. Donc, le grand principe du droit, c'est que lorsqu'on empiète chez un voisin, même de manière absolument minime, eh bien, on encourt la démolition en vertu du caractère absolu du droit de propriété. Et la Cour de cassation régulièrement rappelle ce droit et même écarte l'argument de la disproportion entre la sanction, à savoir la démolition, et le préjudice occasionné aux voisins. À partir du moment où on empiète, même d'un millimètre en théorie, eh bien, on doit bien entendu faire cesser le trou. Et l'exception de ce grand principe, eh bien, c'est la servitude légale de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui a créé donc ce droit de surplomb du fonds voisin en créant donc cette servitude légale et spéciale et en rajoutant également la servitude du tour d'échelle au bénéfice du propriétaire qui y procède pour la mise en place des installations nécessaires aux travaux. Ces textes-là ont été codifiés dans le Code de la construction et de l'habitation aux articles L 113-5-1 suivant
de la construction. Le dispositif, en fait, bon, prévu par la loi de 2021, il est rentré en vigueur suite au décret du 23 juin 2022, donc il s'est passé un petit peu de temps entre les deux, et ce décret-là, il a précisé les règles de l'exercice du droit de surplomb que je vais vous présenter. Donc, il y a plusieurs conditions qui sont prévues par ce décret pour pouvoir jouir de ce droit, de cette nouvelle servitude légale. Les premières conditions pour pouvoir bénéficier de ce droit, c'est qu'il faut pouvoir montrer qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre le niveau d'efficacité, un niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou alors que les autres solutions techniques seraient excessivement complexes ou onéreuses. Alors, bon, ça, Philippe va pouvoir le présenter, évidemment, hein, tout ça, il y a des possibilités par des cabinets d'études de pouvoir démontrer qu'effectivement, soit techniquement, c'est pas possible autrement, soit les autres solutions seraient trop complexes ou onéreuses. Ce droit de surplomb, il est quand même limité dans la loi à 35 cm. C'est quand même une limite par rapport effectivement à l'isolation. L'ouvrage d'isolation doit débuter à 2 mètres au moins au-dessus du pied de mur, au pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Alors, Philippe vous présentera là aussi avec des photos les cas de figure lorsqu'on est effectivement à 2 mètres et éventuellement les contraintes de cette disposition qui peut donc occasionner par rapport effectivement au fond qui souhaite être isolé. Autre condition par rapport à la mise en place de ce droit, c'est qu'il faut préalablement proposer une indemnisation aux propriétaires du fonds surplomblé. Et donc ça, on va le voir tout à l'heure, comment on calcule et on met en place cette indemnisation. Et il faut également informer, notifier juridiquement aux propriétaires surplomblés son souhait donc de pouvoir exercer donc son projet. Enfin, les modalités de mise en œuvre de ce droit doivent être constatées par un acte authentique à l'amiable ou à défaut par une décision de justice, si on ne peut pas effectivement à l'amiable se mettre d'accord pour effectivement pouvoir engager les démarches dans le cadre d'un acte authentique chez un notaire qui sera donc publié, cet acte au fichier immobilier, ne serait-ce que par rapport au recours des tiers et puis pour le rendre opposable par la suite par rapport aux futures sessions. Pratiquement, pour mettre en place ce droit pour la réalisation des travaux, la loi a prévu effectivement cette possibilité de la servitude du tour d'échelle. La servitude du tour d'échelle, en fait, c'était une servitude qui existait déjà, mais qui a existé en matière de jurisprudence. C'est la Cour de cassation, par plusieurs arrêts successifs, qui effectivement a pu contraindre un propriétaire de laisser l'accès à son logement pour qu'un voisin puisse engager des travaux chez lui. Dorénavant, la loi l'a institué, hein, la servitude du tour d'échelle, par rapport donc, à ce type de projet. Pour cela, pour la réalisation des travaux, donc le propriétaire du bâtiment à isoler a le droit donc d'accéder temporairement à l'immeuble voisin pour mettre en place les installations provisoires qui doivent être strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Et alors, il doit alors indemniser le propriétaire de l'immeuble voisin et il doit y avoir une convention qui doit définir les modalités de la mise en œuvre de ce droit et donc de la mise en œuvre donc, des travaux. Donc pour cela, en préalable à cette convention, eh bien, il faut notifier aux voisins par lettre recommandée ou par un acte par un commissaire de justice, huissier de justice, certains éléments préalablement. Donc dans la notification, les éléments qui doivent être obligatoirement repris dans la notification,
bon là c'est très formel, hein, mais bon, c'est les noms, prénoms et adresses postales et électroniques et les coordonnées des propriétaires du ou des propriétaires du bâtiment à isoler, le cas échéant, les représentants légaux statutaires, hein, particulièrement sur la question de la copropriété, au-delà du nom du syndicat de copropriété, il y a également les coordonnées, le nom et les coordonnées du syndic représentant le syndicat. Dans la notification doit comporter le descriptif détaillé de l'ouvrage, de l'isolation thermique par l'extérieur, qui doit être accompagné de plans des façades, mais également, le cas échéant, les toitures, éventuellement modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur, afin de pouvoir, bien sûr, vérifier, enfin, pouvoir se mettre en vision donc le projet. Dans les autres documents également, c'est les justificatifs qui permettent de montrer qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre le niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou alors que les autres solutions présentent un coût ou une complexité excessive, donc par des rapports du bureau d'études, hein, notamment, hein, qui expliquent donc que l'isolation par l'intérieur, par exemple, serait soit beaucoup plus chère ou beaucoup trop complexe à réaliser. La notification doit également, dès ce niveau-là, comporter donc une proposition relative au montant des indemnités préalables, à la fois l'indemnité d'une part concernant le surplomb et une indemnité également par rapport à l'accès, hein, du fonds voisin. On doit également notifier le projet d'acte authentique dont l'annexion n'est pas une formalité exigée à peine de nullité, hein, mais qui est une pratique. Hein. Dès ce niveau-là, on fournit donc le projet de l'acte authentique, également le projet de la convention relative à l'accès du fonds voisin, hein, pour l'exécution des bons travaux, et sous peine de nullité, pour le coup, on doit également reproduire les dispositions de l'article du Code de la construction, le L113-5-1. Cette notification, elle est importante. C'est important qu'elle soit faite par lettre recommandée ou par commissaire de justice, parce que c'est de là où part le délai d'opposition que je vous présenterai un petit peu. Donc, juridiquement, il est indispensable que cette notification soit faite par rapport à cet acte de lettre recommandée ou par l'huissier, pour pouvoir que le voisin puisse exercer son droit de recours. Sur la question de l'indemnisation auquel le voisin peut prétendre, la loi, hein, les dispositions prévues par les articles du Code de la construction et l'habitation n'apportent pas de dispositions par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit peu la pratique. Il faut savoir qu'il y a très peu de jurisprudence. J'ai pas trouvé de jurisprudence encore en termes d'appel ou de cour de cassation sur cette question de l'indemnisation. Éventuellement quelques jurisprudences, notamment du tribunal judiciaire de Paris de 2026 et de 2025, qui apportent quelques dispositions. Et puis après, c'est la question donc de la pratique, hein, clairement, hein, qui nous permet là de pouvoir mieux déterminer justement comment on peut fixer le montant de l'indemnisation par rapport à ce surplomb, et notamment par rapport également au droit du tour d'échelle. Alors, on a quand même immobilière, hein, qui préconise une indemnité globale qui devrait être équivalente à 50% de la valeur vénale du terrain impacté. Euh, Cette solution, pourquoi pas, peut être retenue, mais après, encore une fois, hein, sous toute réserve des décisions de justice à venir, en savoir qu'aujourd'hui, on a très très peu de jurisprudence, mais quelques-unes qui, en effet, ont pu apporter des petites précisions sur effectivement cette indemnité auquel le propriétaire impacté peut avoir droit. À défaut d'entente, hein, entre les deux parties, hein, c'est le juge, hein, qui, in fine, peut fixer effectivement le montant de cette indemnité. Pour le cas, eh bien, il mandatera un expert immobilier, hein, pour pouvoir la fixer.
La convention d'accès du fonds voisin, elle est très importante et là aussi, elle est quand même assez réglementée parce que elle va prévoir dans le détail certaines dispositions, notamment la localisation et le périmètre de l'accès au fonds à surplomber à prévoir pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, ainsi qu'une durée prévisionnelle peut-être, mais enfin en tout cas une durée pour pouvoir accéder à ce fonds. Il est également prévu que cette convention doit évoquer la nature des installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur et les conditions de cette mise en place, notamment concernant la protection du fonds à surplomber. Également l'indemnité due en contrepartie donc, des droits d'accès d'installation et éventuellement, le cas échéant, des mesures prévisionnelles de remise en état du fonds. Dans la pratique, on recommande toujours aux fonds impactés de faire intervenir un commissaire de justice, un huissier, pour faire un constat. Hein, c'est comme dans n'importe quel travaux que l'on réalise dans le cadre d'une construction ou d'un agrandissement. Les fonds impactés ont toujours intérêt à faire intervenir un huissier de justice pour faire un constat avant pouvoir éventuellement se prévaloir d'un quelconque préjudice si c'était le cas par rapport aux travaux qui pourraient être occasionnés. Concernant le droit d'opposition, bon, celui-là, il est quand même institué par les dispositions de la loi et repris par le Code de la construction et l'habitation, c'est que, de principe, le voisin peut s'opposer à l'accès du fonds voisin ou à l'installation qui sera faite en se manifestant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'information préalable. Donc, les délais quand même sont assez importants. Mais la loi quand même a prévu que cette opposition, même si elle est de droit, de plein droit, elle doit être quand même justifiée par un motif sérieux et légitime, hein, tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété. Donc il faut quand même argumenter l'opposition par un motif légitime et sérieux, ou éventuellement argumenter sur le non-respect des conditions de fond de l'exercice du droit sur plomb par rapport à la notification qui n'aurait peut-être pas été faite dans les formes et dans les fonds. Les textes, en fait, ne limitent pas vraiment l'exercice de ce droit d'opposition lorsqu'on est en cas d'un seul syndicat, en cas d'une copropriété. Et donc, on a une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux de 2026 qui a quand même ouvert ce droit d'opposition à toute personne ayant un intérêt légitime. Donc, on ne limite pas forcément le droit d'opposition au seul voisin qui est impacté. Alors, ça reste quand même une décision du tribunal judiciaire relativement récente, de 2026. Je crois d'ailleurs que cette décision fait l'objet d'un appel. Hein. Il n'est pas certain d'appel et la même position. Mais c'est quand même intéressant, encore une fois, c'est un droit quand même relativement récent sur lequel on a peu de contestation et de jurisprudence, mais bon, on va en avoir forcément dans le temps. Pour l'instant, on est en première instance. Ce qui serait intéressant, c'est d'étudier les décisions qui seront prises en appel ou éventuellement en cours de cassation, dernier appel, pour voir un petit peu quelle est la position là, des magistrats sur certaines dispositions par rapport à ce droit. Dans le même délai, le voisin peut également saisir le juge, notamment par rapport à la fixation du montant de l'indemnité qui lui est due en raison de l'exercice de ce droit ou lorsque la réalisation des travaux nécessite un accès provisoire à son fonds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de mésentente, c'est le juge qui doit être saisi et qui doit trancher la mésentente. Dans ce cas, eh bien, le tribunal judiciaire donc de l'immeuble statue sur des procédures accélérées. Il y a des procédures accélérées au fond, quand même, qui sont réglementairement prévues par l'article du Code de la construction et de l'habitation, c'est le R 113-21, qui prévoit quand même une procédure accélérée, parce que vous l'avez compris,
lorsqu'on est dans le cadre de l'exercice de ce droit, et particulièrement en plus face à une, voire deux copropriétés, il y a un formalisme supplémentaire hein, dans le cadre de la copropriété par rapport notamment au vote nécessaire du syndicat de copropriété en assemblée générale, qui rajoute hein, des délais hein, par rapport à l'exercice de ce droit. Donc, quand même là, réglementairement, on a prévu une procédure accélérée quand même au fond, parce que si on n'était pas sur une procédure accélérée au fond, une procédure au fond, ça peut prendre entre 6 mois et 18 mois, hein, selon les tribunaux judiciaires. Celui de Bordeaux fait partie des tribunaux les plus importants en France, et on est à peu près au fond sur des délais de 18 mois. Et en accéléré, on est sur des délais de 6 mois, qui peut paraître long, mais qui est relativement court. Alors, je fais un petit focus là quand même sur la question justement de la spécificité du surplomb en copropriété, hein, parce que bon, la loi, voilà, elle distingue pas hein, si on est dans le cas d'une copropriété ou pas, hein, mais il y a quand même un petit focus à faire. Donc, lorsque le fonds à surplombé est un immeuble soumis au statut de la copropriété, c'est le syndicat, bien sûr, un des copropriétaires hein, qui peut s'opposer à cette installation-là. Mais là aussi, il faut qu'il y ait un fondement, hein, bien sûr, hein, pour s'y opposer. Et également peut s'opposer également à l'accès de son fonds par une décision motivée. Dans ce cas, si le syndicat souhaite s'y opposer, il faut que le syndic inscrive à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires, donc extraordinaire. On ne va pas forcément attendre une assemblée générale ordinaire. La question de la saisine du juge en opposition de l'exercice de ce droit, et également la question de la saisine du juge par rapport à la fixation des indemnisations. Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'Assemblée générale. Et réglementairement, c'est prévu ça dans l'article du Code de la construction, l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge, et c'est un délai qui est fixé à 6 mois. Donc, c'est pour éviter là aussi hein, que les délais soient trop importants. Dans le cas de l'absence, et ça vaut pour l'ensemble de l'exercice de ce droit, copropriété ou pas copropriété, hein, je rappelle que dans le cas de l'absence de la part du voisin de réponse expresse de sa part, le demandeur devra lui-même saisir le juge hein, pour fixer les conditions de la mise en œuvre de ce droit. C'est-à-dire que la non-réponse ne vaut pas acceptation. Hein. Donc, si le voisin ne répond pas expressément et qu'on ne peut pas convenir à l'amiable d'une convention et de l'acte authentique, eh bien, si on souhaite exercer ce droit-là, il faut absolument saisir le juge pour pouvoir l'exercer. Donc, on ne débute pas les travaux, hein, ça c'est pas possible, avant soit qu'il y ait un accord conventionnel, soit qu'il y ait une décision de justice. Pour terminer sur la mise en œuvre du droit de surplomb, après la signature de l'acte authentique et de la convention, ou éventuellement hein, sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que la décision est rendue, on attend que le défendeur n'exerce pas son droit d'appel. Donc, ça va rajouter un délai de 2 mois supplémentaires et on signifie la décision par l'intermédiaire du commissaire de justice. Eh bien, voilà, dans l'attente de la décision définitive et de purger l'appel ou après la signature de l'acte authentique, lorsqu'on est sur un accord conventionnel, eh bien, enfin là, le propriétaire du bâtiment isolé peut à ce moment-là réaliser les travaux. Dans tous les cas, et ça c'est prévu réglementairement, dans tous les cas, que ce soit conventionnel ou judiciaire, les indemnités doivent être versées préalablement, hein, donc vraiment doivent être acquittées préalablement à l'exécution donc des travaux. Enfin, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds à surplomber, dès qu'il a fait son choix, les noms, prénoms, adresse postale, ça c'est prévu très réglementairement, hein, les coordonnées de là où des personnes appelées à intervenir lorsqu'il s'agit d'une entreprise, bon, le numéro d'inscription au répertoire des entreprises, ainsi que les numéros de police de
assurances, dans le cadre de l'assurance décennale, la garantie décennale. Il notifie également le numéro de police pour l'assurance dommage-ouvrage auquel il a dû donc souscrire. Ces notifications complémentaires sont valablement faites par lettre recommandée, ça, il n'y a pas de particularité par rapport à ça, et elles sont sans incidence sur le point de départ du délai d'opposition. De toute façon, là, il n'y a pas de disposition particulière par rapport à ça. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est quand même prudent de signer ces documents avant donc, de s'engager, bien sûr, auprès donc, des entreprises qui vont réaliser les travaux. Et compte tenu de tous ces délais-là, ça peut poser effectivement une difficulté par rapport au prix, particulièrement dans le cadre d'une copropriété, avec tous les délais que l'on connaît soumis au vote, plus les notifications, plus le délai d'opposition, et enfin la signature de l'acte authentique ou éventuellement de la décision de justice. Forcément, il peut se passer quelques mois entre et on peut avoir un delta sur le prix qui a été présenté aux copropriétaires par rapport à ces travaux-là et effectivement le prix réel qui sera revu par l'entreprise parce qu'en quelques mois, les prix peuvent évoluer. Plus, il faut également présenter mais ça, les notaires peuvent l'indiquer, le coût des différents actes notariés, mais les notaires, ça, peuvent informer de ce coût des actes qui soient peut-être supportés, bien sûr, au bénéfice de la copropriété qui va donc devoir réaliser ces travaux. Pour terminer, les dispositions prévues par la loi prévoient quand même la fin théorique, en tout cas, de ce droit de surplomb qui n'a pas vocation, enfin voilà, qui peut prendre fin, notamment en cas de destruction du bâtiment qui a fait l'objet de l'ouvrage, mais également lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et c'est à lui à le montrer, et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage de l'isolation. Dans ce cas, à ses frais, il pourra donc exiger donc cette dépose afin de pouvoir engager ces travaux de construction, de surélévation, voilà. Donc, c'est pas un droit indéfini. Il peut prendre fin et la loi prévoit effectivement la mise en œuvre donc de cette fin. Donc, pour conclure sur ce droit droit de surplomb, qui constitue quand même une dérogation très encadrée au droit de propriété, qui est un droit vraiment constitutionnel, mais qui permet quand même de concilier à la fois les intérêts de la rénovation énergétique des bâtiments dans le respect quand même du droit des voisins, mais qui nécessite quand même de vraiment maîtriser les règles de manière très rigoureuse pour éviter toutes les contestations et tous les recours par la suite. Voilà, de manière très théorique, pour le coup, j'en suis désolé, mais c'est ma fonction, donc la présentation très réglementaire de ce droit, mais là, on va voir par la présentation de Philippe le côté beaucoup plus pratique, notamment sur des questions liées probablement d'ordre un petit peu plus technique, et puis sur les projets qui ont pu se mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre attention et de toute façon, je vous rappelle que la DIL peut vous accompagner juridiquement sur vos projets, sur vos questions en matière particulièrement de copropriété. Et voilà, vous avez la possibilité, bien entendu, de nous poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à consulter notre site dans ce sens-là. Je laisse la parole à Philippe. Alors, d'abord, si vous avez des questions déjà à ce stade, n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si le petit support de présentation sera diffusable ou pas. Si ça vous Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Si
si vous le demandez, il n'y a aucun inconvénient. Donc, on a une question de M. Ferrer-Mora. Allez-y. Oui, alors merci pour l'exposé. Une question très simple. J'ai vu l'article donc 113, il concerne l'isolation par l'extérieur. Est-ce qu'il existe, du point de vue réglementaire, des textes encadrant d'autres équipements liés à la rénovation énergétique, tels par exemple la suspension des ventilateurs liés au PAC, par exemple. Eh oui, je vois, je comprends bien, hein. Non, non, le texte, il vise vraiment l'isolation thermique par l'extérieur, hein. Donc après c'est conventionnel, hein. Ça veut dire que, alors, on ne peut pas user de ce droit, hein. Par contre, conventionnellement et amiablement, deux voisins peuvent très bien convenir qu'effectivement l'un piète sur l'autre pour, par exemple, intégrer un matériel type pompe à chaleur sur le fond du voisin. Ça peut faire l'objet effectivement d'une convention amiable et naturellement, impérativement, par acte authentique pour pouvoir la rendre surtout opposable aux futurs propriétaires, hein, afin d'éviter tout contentieux. Et là, forcément, ça crée une servitude privée, mais conventionnellement qui est légale, quoi. Par contre, on ne pourra pas l'imposer. Voilà, on ne pourra pas l'imposer. Ça, c'est pas prévu aujourd'hui. Vraiment, cette servitude de droit de surplomb, elle ne concerne que l'isolation thermique par l'extérieur. Bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous les gardez? Enfin, là, vous allez avoir des présentations pratiques, donc on peut aussi revenir sur des points de réglementation après la présentation Je reste à côté de M. Baudin. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, pendant qu'on est en train de mettre en place la présentation, donc, je me présente Philippe Godin, donc je dirige la société Elagis. Notre métier, c'est de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur les sujets de rénovation énergétique depuis une dizaine d'années. Et on a effectivement été confronté depuis quelques années sur ce sujet dès la partie études, conception, et puis maintenant sur la partie réalisation de ce droit sur plomb. Donc, on va essayer je vais vous donner un peu les clés de la vraie vie pragmatique. Alors, le titre, c'est comment surmonter le droit de surplomb, parce que quand on écoute un peu les juristes, on a l'impression que les obstacles sont tellement nombreux qu'on ne va jamais y arriver. Heureusement, dans la vraie vie, on réussit en faisant pas preuve de diplomatie avec les voisins. Je vais partir sur nous, ce qu'on vit au quotidien, et un des points clés aussi qui est important, c'est de se dire que dans la copropriété, parfois, c'est déjà les copropriétaires qui commencent déjà à s'inquiéter à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément engager une rénovation énergétique ou qui s'interrogent là-dessus parce qu'ils se disent « oui, mais j'ai des voisins ». Et de toute façon, on ne pourra pas isoler. Donc, des fois, il y a des freins qu'il faut que déjà on lève, nous, en amont. Et nous, ce qu'on entend dès le début, ce n'est pas qu'ils sont contre une isolation, c'est qu'ils se disent il y a plein d'obstacles, dont les futurs voisins et les surplombs. Et ils s'imaginent qu'effectivement, tout ça est assez insurmontable, sachant que la loi qui permet effectivement de passer, j'ai envie de dire, alors pas outre, mais en tout cas de trouver un compromis, elle est relativement récente et pas forcément connue. Donc effectivement, il y a déjà ce premier pas, c'est de nous déjà convaincre les copropriétaires que ce n'est pas insurmontable et qu'on va être apte à les accompagner. Quand je dis nous, c'est souvent l'assistant à maîtrise d'ouvrage, le syndic et la maîtrise d'œuvre. Mais on a besoin aussi souvent du conseil syndical ou des copropriétaires, parce que c'est eux qui connaissent des fois les voisins. La condition, c'est qu'il ne faut pas partir déjà fâché, parce qu'effectivement, si on commence déjà à être fâché avec le voisin, ça va compliquer notre tâche. Le deuxième point, c'est l'indemnisation. On va revenir dessus sur la vraie vie. Aujourd'hui, combien ça coûte voilà, concrètement, quel est le chèque qu'on doit faire pour acheter de la paix sociale avec son voisin? Je vais vous donner quelques exemples. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas aussi simple de je viens chez le voisin toquer et de dire juste allez, je vais faire des travaux et je repars. Ça se passe pas tout à fait comme ça.
ça aussi, de temps en temps, on a des copropriétaires qui, à l'inverse, sont très optimistes. Ils nous disent que ça va se passer très vite et facilement. Je vous ai, pour commencer, mis quelques photos, parce qu'on a fait du juridique et l'idée, c'est d'avoir un peu de quoi on parle concrètement comme configuration. Alors, une configuration qui est une configuration qui a été votée, on va revenir dessus, et qui a eu un peu de négociation âpre. Je vais vous expliquer les petites anecdotes qui nous sont arrivées avec ce projet. Donc, comme vous le voyez, vous avez d'un côté une maison avec un petit pignon avec un petit jardin d'accueil, et puis de l'autre côté, quand vous êtes dans le jardin de la maison, bah, effectivement, vous avez un petit bout encore. Donc, l'idée, c'était quand même d'isoler ce pignon, et on va vous raconter un peu le cheminement. Et de l'autre côté, ça paraissait assez simple, parce que c'est un terrain qui n'est pas aujourd'hui construit. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Là, on peut faire comme les clients l'imaginent des fois, je retire le grillage, je rentre, je mets mon échafaudage, je repars, ça ne se verra pas. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Surtout quand le terrain appartient à des avocats, ce qui était le cas. Autre petite configuration assez commune, et là on est carrément dans le centre de Bordeaux. Souvent dans le centre de Bordeaux, les configurations, elles sont encore plus compliquées parce que vous n'avez pas un ou deux voisins, vous pouvez avoir 3, 4 ou 5 parcelles qui sont concernées. Donc ça multiplie les interlocuteurs, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Alors l'exemple type, c'est qu'aussi des fois on se retrouve avec ce qu'on voit en façade, je veux dire vue sur rue, et puis des fois on s'aperçoit qu'on a des configurations, l'immeuble est un peu plus biscornu qu'il ne lui paraît, et on se retrouve avec à l'arrière des parcelles complémentaires qui ne sont pas forcément visibles de la rue. Et ça, quand nous on prend des missions, on n'a des fois pas la vision complète, c'est au fur et à mesure de notre découverte, c'est-à-dire quand on monte sur le toit, c'est une photo que j'ai prise sur le toit, qu'on découvre qu'il y a une parcelle au fond de l'autre côté, enfin voilà. Soit dit en passant, on voit aussi tous les gens qui mettent les petits packs un peu où ils peuvent, comme on la voit sur la photo. Et là, on reviendra sur la question de la PAC, parce que aussi on a quelques petites anecdotes par rapport à ça. Autre configuration, c'est souvent ce qu'on a sur les surplombs sur rue, avec qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce que l'urbanisme autorise ou pas, qu'est-ce qu'elle tolère. Là aussi, il y a un peu de discussion et des fois avec le service de l'urbanisme, voire des incompréhensions au départ, mais après on se comprend. Et puis après, on a aussi des sujets, des fois en tant qu'AMO et maître d'œuvre, où on part un peu en se disant, si on ne fait pas attention, il n'y a pas de surplomb. Alors là, je vous ai mis une photo qui est la photo à droite, là, résidence à Talence. Puis sur le papier, il y a un jardin d'accueil, il y a une partie qui est aussi qui est goudronnée, mais qui appartient à la copropriété. Donc sur le papier, on se dit, le surplomb, c'est facile, tout appartient. Et puis en fait, en creusant bien les parcelles, on s'aperçoit que là, le petit passage de la photo du milieu, en fait, c'est un trottoir de la municipalité. Et là, vous voyez qu'il n'est pas toujours très large. Et donc là, on se retrouve à avoir des contraintes d'épaisseur. Donc, comme tout à l'heure, on vous a dit 35 cm pour le surplomb du voisin. Dans la vraie vie, ça ne m'est jamais arrivé de mettre 35 cm encore. 16 ou 17, c'est déjà pas mal. Là, ils ont prévu large. Mais à l'inverse, il y a des contraintes de passage, des fois sur les trottoirs. Autant à gauche, le trottoir est très large. Là, le trottoir n'est pas très large. Et des fois, on se retrouve à avoir de l'ajustement nécessaire dans le projet pour faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire au 16, ça doit être 10 ou 8 cm. C'est de l'ajustement. Et de négocier avec l'urbaniste, en particulier, de descendre jusqu'en bas, parce que sinon, vous avez des appartements qui ne sont pas isolés. Et là aussi, dans un projet, avoir des appartements qui ne sont pas isolés, forcément, ça crée des tensions là-dessus. Donc, je reviendrai un peu sur ces petites anecdotes, mais voilà, des cas assez très concrets en photo de quoi on parle. La réalité, c'est que quand on fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre qui est lancée sur un projet de rénovation, on est dans un schéma où il y a déjà beaucoup d'acteurs à coordonner. C'est forcément très complexe. C'est un vrai labyrinthe. J'aime bien mettre une petite image de labyrinthe. Il faut trouver la sortie. Et je vais le prendre avec philosophie. Pour un assistant à maîtrise d'ouvrage, et j'ai envie de dire, on essaie de faire relativiser auprès des syndics. Oui, il y a le surplomb en plus. C'est une pièce parmi d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, mais c'est une pièce qu'il faut intégrer dans l'accompagnement global de la rénovation énergétique, avec là aussi, j'ai envie de dire, du pilotage et de l'anticipation qui permet d'arriver à bon port et de sortir de ce labyrinthe qui est un projet de rénovation globale.
Je vous donne là une vision, voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est une vision voilà, de terrain, pragmatique. Aujourd'hui, nous, on en est où? Par exemple, sur la société Lagis, qui travaillons sur différents secteurs géographiques, mais sur Bordeaux, on a 4 projets qui ont été validés avec du surplomb et avec des voisins, la façade, donc on a un peu de recul maintenant. On a 3 projets qui sont en cours de négociation, et on en a encore une dizaine qui sont en cours d'étude aujourd'hui, qui sont concernés par le surplomb. Donc, vous voyez, on est presque à une vingtaine de projets. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est notre quotidien, mais voilà, ça fait partie de la pièce de puzzle nécessaire et obligatoire. Et si on s'interdit de travailler sur des résidences où il y a du surplomb, effectivement, c'est autant de projets qui ne sortiraient pas en rénovation énergétique. On a fait beaucoup de juridique là, mais arrêtez, c'est que ce n'est pas uniquement un sujet juridique, et je vais presque vous dire, je vais faire l'inverse. Il faut respecter le juridique, il faut l'avoir en tête, mais d'abord, c'est un sujet humain, stratégique pour la copropriété et partiellement technique, parce qu'effectivement, il y a un peu de solutions. Et puis, pour pouvoir alimenter le juridique, il faut répondre à ces sujets techniques et une formalisme, en fait, dans la façon dont on approche les voisins. Mais si on le traite purement de façon juridique, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Parce que la réalité, c'est que, avant tout, c'est une négociation avec votre voisin d'abord. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai envie de dire, on se fait un beau pacte et on passe au service juridique. Mais la réalité, c'est le premier grand conseil, ne jamais, les syndics avec qui j'adore travailler, des fois sont plutôt avec ce côté très juridique. Le premier truc qu'ils font, c'est le PV d'AG est voté, je vais notifier le voisin. On va peut-être pas commencer comme ça, on va commencer par aller sonner chez le voisin, commencer à se présenter. Et quand je dis on va se présenter à ce moment-là, c'est aussi une question de timing. On va revenir dessus. Il faut le faire au bon moment. Donc, le premier truc qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans de l'humain d'abord, puis après du technique, puis après du juridique. Pourquoi c'est un sujet de timing? Parce que dans le principe, c'est que dans une copropriété, vous ne pouvez pas tout mener de front. Et comme tout est assez long et tout est assez complexe, si on commence à inquiéter tout le monde, on inquiète déjà un peu les copropriétaires. Si en plus on inquiète les voisins dès le début, alors qu'on ne sait pas si le projet va se faire ou pas, forcément, ça va commencer à créer des tensions là où on n'a pas toutes les réponses. Donc nous, aujourd'hui, clairement, le surplomb, il arrive à la fin. On vote. Normalement, statistiquement, j'ai envie de dire, on amène nos projets jusqu'au vote, mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il n'y arrive pas. Donc, ne commençons pas à aller inquiéter les voisins trop tôt. Donc le sujet, c'est une fois que le vote est acté, bah, effectivement, là, on va sonner chez le voisin. Je vais mettre un petit bémol. Évidemment, c'est aussi en fonction de la situation. C'est-à-dire que les signaux faibles qui pourraient être, comme c'est arrivé sur la première diapositive où je vous ai dit, où il y avait un avocat qui avait un terrain vide, il avait déjà notifié avant même, auprès du syndic, avant même qu'il y ait un début de réflexion sur une rénovation énergétique, il avait déjà envoyé un courrier un jour au syndic en lui disant, si un jour vous pensez à faire une isolation, vous avez intérêt à me prévenir. Forcément, il avait déjà balisé son terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que le jour où on a commencé la conception, on est allé effectivement le prévenir, qu'on réfléchissait et que bien évidemment, on aurait le temps d'échange nécessaire pour lui expliquer quand on aura avancé sur le projet. Pour éviter qu'ils se disent, je vois plein de monde passer autour de moi, de la résidence, et ils sont en train de faire un truc dans mon dos. Et qu'on va dire qu'à 90% du temps, l'idée, c'est pas d'aller affoler les voisins tout de suite. Il ne faut pas créer trop tôt des problèmes qui n'existent pas encore, comme je dis. Par contre, l'AMO, la maîtrise d'œuvre, elle se doit de piloter et d'anticiper. Et notamment, on va revenir dessus, mais une des clés quand même de l'accompagnement, c'est que les façadiers ou le façadier qui va être retenu, il va falloir qu'il soit lui aussi un peu diplomate, qu'il puisse apporter les pièces qui vont bien, les plans qui vont bien. Et donc, c'est aussi le travail des professionnels d'aller surveiller que la personne qui va s'occuper des travaux sera apte à le faire, j'ai envie de dire, de façon ordonnée, avec toute j'ai envie de dire, la documentation adaptée. Et là aussi, c'est un peu le changement qu'il y a aujourd'hui. C'est que souvent, les travaux étaient faits un peu de façon, j'ai envie de dire, habituelle, en disant, je monte un échafaudage. Voilà, mon sous-traitant sait faire l'échafaudage, il a l'habitude, il monte comme ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, effectivement, il faut des plans. Il va falloir expliquer comment on va s'installer. Et tout ça, ça nécessite un peu de formalisme qui n'était pas toujours dans les habitudes aujourd'hui des entreprises sur la place.
Donc l'idée, c'est que le juridique, il faut le faire, mais pas trop tôt, avant de se transformer en opposant immédiatement et qu'il arrive avec son cabinet d'avocat en force, alors que vous n'avez pas encore commencé à réfléchir vraiment aux travaux. Donc, c'est une pièce parmi d'autres. Il faut faire une gestion fine. Et donc, le principe, c'est, voilà, je vais vous expliquer quelles sont les difficultés en faisant un peu d'anecdotes. Et qui le fait quoi? Ça se compose de techniques, parce que comme je vous l'ai redit et je vous le redis, il va falloir fournir un certain nombre de documentation pour expliquer clairement comment va être posé un échafaudage, quel produit va être utilisé, jusqu'où on va descendre l'isolant. Là aussi, il y a un petit sujet. Concrètement, effectivement, on va dans un sujet financier, puisqu'on a dit indemnisation, et puis humain, parce qu'en réalité, les gens ne sont jamais vraiment contre. Ils sont contre pour des raisons d'inquiétude et d'angoisse. Donc la question de fond, c'est qu'est-ce qui les inquiète vraiment, qu'est-ce qui les angoisse vraiment? Et en répondant à ces questions, vous allez pouvoir financièrement vous mettre d'accord et qu'il accepte les aspects techniques. Donc, il faut envoyer des projections techniques, mais évidemment, tout ça, il ne faudra pas le faire de façon, j'ai envie de dire, brutale. Donc, tout ça, c'est de la documentation qu'il faut mettre en amont, il faut l'avoir de disponible. Mais comme je dis toujours, l'un des premiers rendez-vous, c'est même pas d'avoir sa documentation prête, c'est de savoir qu'il va avoir une certaine documentation à formaliser, les avoir en tête, prévenir notamment l'entreprise façadier, puisque c'est quand même souvent lui qui doit fournir toute cette documentation-là. Mais il ne faut pas non plus ne pas comprendre son voisin, parce que chacun a ses visions. Et donc, si vous arrivez avec une documentation X, mais qu'en fait, lui, ce n'est pas celle-là qu'il attend, il attend plutôt celle-là ou celle-là, vous partez un peu de travers, ça n'a pas tellement de sens. Donc, d'abord, on écoute son voisin, quels sont ses besoins, quelles sont ses inquiétudes, et on met la documentation en face qui va bien pour pouvoir répondre. Je vous donne un exemple très concret. La maison en question dont je vous parlais, on a beaucoup parlé des produits utilisés par les aspects chimiques, parce qu'il y avait des enfants dans la maison, ils étaient très inquiets. Il y en a d'autres où j'en entends jamais parler. C'est une copropriété, j'entends voisine, j'entends jamais parler de quels produits chimiques sont utilisés. Là, vous êtes une maison avec des enfants, il y a un jardin. Voilà, on a passé beaucoup de temps à parler de ces aspects-là avant même d'envoyer de la documentation. Le deuxième point, c'est le principe, c'est quand même qu'effectivement, c'est pas comme le droit des chaînes où on fait juste un passage. Psychologiquement, le surplomb, les gens, ils ont l'impression qu'on vient de les envahir, même si c'est au-dessus de la toiture et que finalement, ils ne verront même plus à la fin. Mais dans leur état d'esprit, c'est quand même le droit de la propriété qui est très attaché dans l'ADN de tout le monde. Et le surplomb, c'est vécu comme, voilà, vous venez chez moi et en plus, vous restez chez moi parce que vous laissez une trace chez moi. Donc l'idée, c'est vraiment de rassurer que, effectivement, là aussi, les gens sont quand même généralement empathiques avec leurs voisins. Donc, comme je dis toujours, ces réunions-là, nous, on les fait systématiquement avec des membres du conseil syndical ou des copropriétaires ou le copropriétaire qui connaît le voisin, parce qu'il y a toujours des fois un copropriétaire qui connaît mieux le voisin que des fois le conseil syndical. L'idée, c'est d'amener quelqu'un où il y a de l'empathie qui se crée pour qu'il explique pourquoi, en fait, et quel est l'intérêt de sa rénovation énergétique et pourquoi c'est important pour eux. Il fait froid, effectivement, ils ont même des enfants. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'il y ait de l'empathie qui se crée. Et en face, quelles sont leurs attentes? Et des fois, leurs attentes, elle est refaire un petit coup de peinture du mur au fond. Voilà. Il y a des choses qui, des fois, peuvent aussi j'ai envie de dire, s'accorder parce que finalement, on peut se retrouver avec le mur d'enceinte, même de façade. Ah tiens, tant qu'à faire, vous allez faire le petit mur, mais ça va être tout beau, mais mon petit muret d'entrée, il va être tout moche à côté. Voilà, on va vous repeindre le coup de peinture. Voilà, on va négocier avec le façadier, il va vous faire un coup de peinture. Voilà. L'idée, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui les gêne des fois. Et des fois, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc l'idée, c'est vraiment le rôle commun de tous les professionnels, mais aussi des copropriétaires pour amener de l'empathie là-dessus. Je vous donne un exemple aussi, des fois où on va au-delà du juridique, parce que qu'on a dit, juridiquement, on parle de 2 mètres un peu partout. Et si on fait ça, je n'ai pas envie de dire qu'à Bordeaux, on ne fera jamais d'isolation, mais pas loin, parce qu'avec toutes les contraintes de toiture et autres. Nous, on ne s'interdit jamais d'aller faire le maximum. En tout cas, on essaie d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Alors là, je vous ai mis un bâtiment qui est un peu hanté, et vous avez plein de petites
on va dire toiture autour. Voilà, vous avez, je crois, 4 parcelles au total dans les surplombs pour des trucs qui sont pas très grands. Mais d'un autre côté, c'est des bouts de dernier étage. Pareil, j'ai toujours du mal à expliquer aux copropriétaires qu'on isole partout, mais que le petit bout chez eux manque de chance du dernier étage, ils n'ont pas de chance, ils ne sont pas isolés parce que c'est trop complexe juridiquement d'aller voir le voisin. Donc nous, on essaye d'aller voir les voisins. Et dans la pratique, on obtient vraiment très majoritairement des accords. Ce dossier-là, il y a 4 parcelles, plus un surplomb, ça ne se paraît pas, mais il y a un surplomb en façade. Vous voyez, l'architecte on refait une façade en pierre, alors qu'à l'origine, elle n'était pas en pierre, mais vu le quartier, on rend les choses un peu plus harmonieux. Donc on fait un surplomb. Négociation avec l'urbanisme, que le trottoir n'était pas très large, mais on a réussi à obtenir le feu vert de l'urbanisme. Donc ça ne paraît pas, mais il y a un surplomb. Et chez les voisins, on a obtenu, et je vous donne une petite réponse tout de suite, le surplomb, le droit d'échelle pour un coût à 0. Donc ça peut bien se passer. Et avec des prix, des fois, qui sont, voilà. Il n'y avait pas de contrainte, voilà. Et on leur a expliqué gentiment, pas eu de sujet, ça s'est fait progressivement, et ça s'est très bien passé sur ce dossier-là. Donc il y a des fois où on peut tomber dans l'extrême complexité partiellement, visuellement, on se dit 4 parcelles égale 4 fois plus de problèmes, mais en réalité, on a réussi à faire signer tout le monde sans difficulté. Petit quand même technique de notre part, en tout cas nous on le voit comme ça, je ne vais jamais voir les 4 en même temps, enfin je ne fais pas une réunion avec les 4, parce que je ne suis pas à l'abri qu'il y en ait un qui soit un peu virulent, et qui embarque les 4 autres dans leur virulence, parce qu'ils ne pensaient pas. Donc nous, on part au départ toujours sur, ça prend un peu plus de temps, mais on voit les voisins séparément, et on ne les met pas ensemble dans la salle de réunion, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça contamine l'un par rapport à l'autre. Donc, en général, 3 positifs et 1 négatif, ça finit jamais 3 positifs et contamine le 4e, c'est toujours l'inverse. Il y en a un qui est négatif et les 3 autres deviennent négatifs. Donc le principe, c'est qu'on les voit séparément et on négocie séparément. Il se trouve qu'à la fin, on a fait un seul acte, quasiment dans la foulée, mais en tout cas, au départ, on part du principe qu'on les fait, on les voit séparément et on négocie séparément. Je vais revenir un peu avant sur mes petites anecdotes en arrière, sur mes petites histoires. Donc là, l'exemple type sur cette... quand je vous dis qu'il ne faut pas avancer des fois trop tôt, c'est aussi que nous, on a eu un retour d'expérience. Quand on a fait ce projet de rénovation, il y avait le voisin de la maison, les copropriétaires ont dit « Ah, ben on le connaît très bien, on va aller le prévenir, et puis même, si vous voulez aller le voir avec lui, lui expliquer ce qu'on a fait. » Sauf qu'en réalité, le voisin, il a vendu après juste 3 mois avant le vote. Et quand on s'est retrouvé avec le vote, et que j'ai sonné, ben, j'ai évidemment, l'autre ne s'était pas vanté quand il a vendu qu'il avait quelque chose éventuellement un tard sur plomb. Et ben, c'est l'exemple type de, en fait, il a presque mal vécu. Parce que je lui dis, ah bon, mais on ne vous a pas prévenu. Et alors là, il a l'impression de s'être fait escroquer. Donc, il l'a vécu comme un. Voilà. Et donc, je suis parti du mauvais pied parce que, en fait, j'ai cru que. Voilà, j'imaginais qu'il était au courant, que ça allait se passer facilement. J'étais un peu en mode facile. Et là, on s'est retrouvé avec plutôt un mode d'opposition immédiate. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, on ne m'a pas prévenu. Non, mais attendez, voilà. Donc, on a dû reprendre les choses et on est parti un peu en biais. Ça a été un peu plus compliqué. Et là, on a eu le droit à tout, les produits chimiques. On a eu le droit, il travaille en télétravail, donc ça va faire du bruit. Enfin voilà, j'ai eu le droit quand même à beaucoup de. Je pense qu'on a testé pas mal de choses dans ce dossier-là. Comment ça s'est soldé? C'est qu'effectivement, il a commencé à sortir son avocat. On a eu des courriers d'avocats et qu'à un moment donné, on a alterné entre les bons et les méchants. Nous, on jouait le méchant, l'AMO, et les copropriétaires ont joué les gentils, qu'il faut trouver un terrain d'entente. On s'est réparti les rôles. Et notamment, moi, en tant qu'AMO, on a joué un peu sur un point clé, c'est que si on passait en justice et que les travaux étaient décalés, il y avait une perte de chance qui pouvait se déclencher. Alors, je ne sais pas si juridiquement, aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence pour ça, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a des aides, qu'à un moment donné, il y a des travaux, il y a des prix qui sont fixés par les entreprises, et que si on ne lance pas les travaux en temps utile, il y a une perte de chance potentiellement sur les aides, sur un droit qui en soi est acquis. Après, la question, elle est plutôt de dire quel montant d'indemnisation.
si je ne dis pas d'erreur, moi j'ai entendu la FNAIM de Paris qui a dit qu'il y avait eu un jugement qui avait été rendu pour dire que les travaux étaient autorisés, mais l'indemnisation avait été repoussée sur le fond plus tard. Ils avaient autorisé les travaux parce que justement pour éviter les pertes de chance. Donc l'indemnisation ne doit pas être un frein concrètement. Il faut vous mettre d'accord, mais si c'est ça qui bloque, à un moment donné, il faut dire on fait les travaux avec un juge et on verra l'indemnisation plus tard, on se mettra d'accord plus tard. Mais il ne faut pas que ça soit le frein complet parce que si c'est là-dessus, vous ne pouvez pas avancer. Un des points, effectivement, qu'on a identifié, c'est que les voisins, ils peuvent jouer sur le fait que combien ça coûte de faire des travaux. Enfin, on est sur des enveloppes, rien que vous cacher, d'autour de 500, 600 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il voit le copropriétaire voisin? Il se dit 600 000 euros. Les gens, ils ne sont pas à 10 000 euros près. C'est la réduction qu'il fait. Et je ne vous parle pas quand c'est un projet, comme je vous ai montré tout à l'heure en T, où vous êtes sur des projets bien encore plus élevés, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus l'immeuble est gros, plus ils se disent, oh, bah, les gars, ils sont en train de dépenser 1 million, ils ne sont pas à 15 000 euros près. Donc, les gens utilisent un peu cet effet de levier pour se dire, OK, et voilà, vous pouvez tomber sur des gens qui font un peu d'effet d'aubaine. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, il faut leur redire un peu gentiment, mais fermement, qu'à un moment donné, s'ils jouent à ça, ça risque de se retourner contre eux, et que c'est eux qui, à la fin, vont payer les pots cassés. Et en l'occurrence, on l'a menacé de responsabilité de 150 000 euros d'aide. Elle a un peu recalmé en disant, on se remet autour de la table. Sur un projet comme celui-là, à la fin, on a donné 1 000 euros, 1 200 euros d'indemnité qui est liée au surplomb, selon un calcul apothicaire lié à la valorisation du terrain, etc. et autres, qui est toujours un peu discutable, parce que comme vous l'avez dit, juridiquement, on est capable de... On s'engage à si demain il construit au-dessus, vous vous engagez à retirer. Si demain, sur le terrain qui est vide, ça se construit, de toute façon, vous vous engagez à retirer l'isolant. Donc la réalité, c'est que la perte de valeur, elle est toute théorique. Il n'y a pas de vraie perte de valeur, puisqu'en fait, votre zone constructible, elle reste constructible à terme. Donc c'est un argument qui a un peu sa limite. Mais bon, on peut jouer là-dessus. Donc là, on a donné 1 200 euros. Et compte tenu d'une négociation, et ça c'est un point important, c'est qu'effectivement, légalement, vous devez construire votre isolant à partir de 2 mètres vis-à-vis du sol et 2 mètres au niveau de la toiture. Techniquement, c'est comme ça. La réalité, c'est que si vous faites ça, vous isolez pas. Très peu l'isolant du pignon. Donc, dans la vraie vie, systématiquement, c'est négocié pour être allé à 15-20 cm au-dessus de la toiture. Donc là, on leur a donné une indemnité complémentaire liée aux nuisances sonores pendant les travaux, parce qu'ils étaient obsédés par ça. Et on l'a rédigé comme ça. Et une indemnité d'acceptation du fait qu'ils dérogeaient à la loi, on leur a donné 2 000 euros. Après, voilà, quelques mois de négociations âpres. Et on s'est engagé sur un délai de 1 mois de travaux. Et on s'est coûté 20 euros de plus chaque jour de retard, ce qui va à l'échelle d'une rénovation énergétique, bon, et j'ai envie de dire symbolique. Mais pour vous dire, voilà. Ce point et cette négociation, elle a lieu quand? Elle a lieu entre le moment où les travaux sont votés et le moment où vous allez lancer les travaux. Mais pendant tout ce temps-là, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle organise les financements et les aides. Donc, ce n'est pas vraiment un temps perdu. C'est mené en parallèle. Donc, tant que vous êtes dans les 8 à 10 mois de cette période, qui est la période aide et financement, qui est quand même généralement le temps minimum pour déclencher des travaux, bah, vous n'avez pas perdu de temps. Voilà, vous le menez en parallèle et il n'y a pas de raison que. Ça laisse quand même du temps de négociation et du temps juridique pour gérer ces fameux délais de 6 mois, etc., avec tout ce qui va bien derrière, etc. Mais le point clé, c'est là, on est toujours même, c'est comprendre qu'est-ce qui pose problème et après, on met en ordre la musique. Et à l'inverse, il ne faut pas se laisser marcher trop sur les pieds. Il faut être des fois ferme parce qu'il n'y a aucune raison d'indemniser de façon exorbitante sur des projets, même sur des projets qui sont, j'ai envie de dire, des fois un peu complexes. Vous voyez, même sur un projet où c'était quand même parti avec presque les avocats et autres, ça a coûté 3 000 euros à la copropriété sur un projet de 500 000 euros. Ça n'a pas non plus déstabilisé le projet. Sur ces projets-là, où on est avec plein de parcelles, là, c'est la petite anecdote, il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des techniciens dans l'immeuble à côté. Alors, comme souvent, les AMO, les maîtres d'œuvre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est de croiser des architectes. Et c'est le cas dans cette résidence-là. Il y a une des résidences où il y a une architecte. Et là, l'architecte, là, on est, comme je vous ai dit, c'est plus le sujet financier, c'est le sujet technique. C'est que là, elle vous demande des croquis sur tous les coins de rue, tous les petits recoins pour vous dire, mais comment vous allez intervenir et comment vous allez mettre votre échafaudage et ah ben je comprends pas bien votre etc. Et là, on répond avec de la technicité. Voilà. Donc là aussi,
on peut se retrouver avec, c'est connaître son voisin. C'est toujours pareil. C'est quels sont les voisins et quelles sont leurs propres appétences. Mais j'ai envie de dire, c'est presque le rôle de l'AMO, qui a déjà l'habitude de le faire avec les copropriétaires pour une rénovation énergétique. Bah là, vous avez quelques copropriétaires voisins en plus à ajouter avec leur côté humain et de comprendre un petit peu le fonctionnement pour répondre à leurs préoccupations spécifiques qui sont souvent différentes. Donc là, on a 4 parcelles. Ça va être c'est un peu plus long, mais on est sur un bon trend. Il n'est pas fini celui-là. On devrait finir la signature prochainement. Et entre nous, j'ai moins d'inquiétude pour que ça se déroule bien que les antennes de télécom qui sont au-dessus, qui sont presque plus loin à négocier avec les opérateurs, font aussi partie du package, toutes ces choses-là. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à vous dire, à part vous dire que effectivement, le surplomb sur rue, c'est juste l'anticipation et du pilotage. C'est que des fois, il faut bien maîtriser avec le maître d'œuvre et bien faire le tour de la parcelle. Ça paraît bête, mais des fois, on part un peu bille en tête en se disant, on ne voit plus trop les limites des copropriétés, de la propriété, le maître d'œuvre et l'AMO, bah, c'est à nous de bien penser à dire, OK, la parcelle, où elle se dessine, c'est quoi la limite de la parcelle? Parce que ce n'est pas toujours le cas. On parlait tout à l'heure des pompes à chaleur. Et là aussi, c'est le point clé. C'est que des fois, vous pouvez avoir des voisins qui eux-mêmes ont déjà commencé à envahir le jardin d'accueil, le voisin. J'ai un souvenir, un projet où c'était comme ça, où quand je suis arrivé dans le début de la mission d'AMO, je suis arrivé un jour où ils étaient en train de s'engueuler plus ou moins avec le voisin qui avait installé sa pompe à chaleur justement en surplomb d'un petit jardin d'accueil à l'entrée. Et ben là, effectivement, vous ne pouvez pas à la fois demander un surplomb d'ITE et dire à votre voisin qui veut mettre sa pompe à chaleur, non, je ne veux pas l'entendre parler, quoi. À un moment donné, il faut trouver un petit compromis pour dire oui, vous la mettez. Et s'il doit la remettre après le surplomb ITE, on sait techniquement la fixer avec les bonnes fixations. Le tout, c'est de l'anticiper. Mais voilà. Donc, et là, en fait, le conseil syndical était parti sur le fait que, comme effectivement, il savait qu'il fallait faire une isolation, ça lui posait un problème en disant ça va nous gêner. Ben, en fait, non, il ne faut pas partir dans ce schéma-là. Il faut se dire qu'on trouvera des solutions techniques. En tout cas, il ne faut pas commencer à braquer le voisin avant même d'avoir commencé, parce que sinon, ça ne marchera pas. Pour rentrer dans les petits aspects techniques, peut-être que j'ai oublié dans les différents exemples. Donc voilà, c'est repérer les façades concernées, bien préparer avec le façadier. Ça, c'est quand même extrêmement clé, parce qu'il faut bien impliquer le façadier. Ils commencent à s'habituer maintenant, mais avant, ils n'étaient pas forcément sur Bordeaux habitués à ce sujet-là. C'est plus facile de faire juste un coup de peinture. C'est un peu plus compliqué d'aller anticiper une isolation avec des toitures à côté. Les accès potentiels, ça aussi c'est clé parce qu'il ne faut pas que le façadier arrive, on verra. Ça j'ai connu. Ah ben, on verra comment on s'organise, on verra comment on met l'échafaudage, on verra, voilà. Donc ça c'est le côté, quand on vient avec la réunion des copropriétaires, il faut préparer le terrain, puis faire un rendez-vous avec le façadier. On fait toujours comme ça, et ça permet de gérer. Sentir les points humains sensibles. Voilà, il faut rester pragmatique. Parfois, les copropriétaires vous demandent des choses en face des voisins très complexes. Il faut les remettre un peu gentiment. Voilà, je ne peux pas aller à faire des choses aussi compliquées. Voilà, essayer de les remettre sur des choses simples, compréhensibles par tout le monde. Ne pas réunir tous les voisins, je vous en ai parlé. Et voilà, la compensation, c'est ce que je vous dis. C'est commencer par parler dès le début en disant ça va être sympathique d'avoir un bel immeuble à côté, tout joli, ça va valoriser votre propre. Voilà, mais je vois que. Et n'hésitez pas à le proposer dès en amont. Je vois que votre muret il continue, peut-être qu'il faudra passer un petit coup de peinture. C'est pas ça qui coûte une fortune de passer un coup de peinture et tout de suite le proposer. Il a l'impression que quand vous proposez quelque chose de positif, il est content. Et commencez par du positif pour lui, à lui proposer, il aura du mal à râler. Alors que c'est vous qui avez commencé à proposer quelque chose de positif. Les feux verts, je vais finir par l'aspect financier, mais je vous en ai déjà commencé à en parler. Mais nous, aujourd'hui, sur les projets qu'on suit, voilà, c'est entre 4 et en 10 mois, on a obtenu les feux verts juridiquement. C'est les délais. Le 10 étant celui dont je vous ai parlé, qui est un peu plus compliqué. Mais entre le moment où on a commencé, on a mis 10 mois jusqu'à la signature. Et les choses qui se passent bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en 4 mois, ça a été réglé. Donc, on arrive quand même sur des délais. Par contre, évidemment, ces délais, faut s'en occuper. Alors que si effectivement, c'est pas pris dès les quelques semaines qui suivent le vote en Assemblée générale, c'est toujours pareil. Plus le délai est décalé, plus ça décale. Puis après, derrière, il faut que ça soit suivi.
C'est-à-dire que l'AMO, le maître d'œuvre, il faut relancer, il faut que tout le monde soit réactif à chaque pièce, à chaque documentation. Enfin voilà, faut que le sujet soit suivi. C'est un sujet qui prend du temps. On ne peut pas dire le contraire. Mais globalement, si on le fait bien, ça se passe dans des délais raisonnables et qui sont surtout en cohérence avec, de toute façon, les contraintes liées au financement et aux aides. Donc, normalement, ça ne doit pas retarder le départ d'un chantier. Combien on doit donner finalement? Moi, je vais vous dire une chose, peu. La réalité, c'est que c'est souvent le sujet d'inquiétude le plus fort, mais la réalité, nous, on n'a jamais vu aujourd'hui, voilà, le plus cher qu'on ait payé, je vous dis, c'est 3 000 €, tout compris, 3 000. Mais entre 1 000 et 1 500 ou 2 000 €, c'est vraiment le truc assez classique et un petit coup de peinture du muret. Donc, on n'est pas sur des sommes significatives à l'échelle de tout ce qui doit être engagé. C'est presque le sujet qui paraît le plus inquiétant, mais la réalité, c'est qu'un notaire, ça coûte 2 000 €. Globalement, payer 2 000 € chez son voisin, même s'il y a 2 voisins, ça fait 4 000 € à l'échelle d'une rénovation énergétique. Ce n'est pas le sujet principal. Et s'il faut mettre 500 € de plus, comme je dis à tout le monde, il faut mettre les 500 € de plus si ça permet de gagner du temps et que ça soit réglé. Voilà. Après, il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous soyez bien accompagné et que ça soit bien piloté, comme le reste. Et à partir de là, j'ai envie de dire, il devient presque invisible dans le sens où il est dans les nombreux sujets d'une rénovation énergétique. Pas plus, pas moins. Ça fait partie du package de tout ce qui doit être géré. Et il n'y a pas normalement d'obstacle significatif. Voilà. Le seul obstacle, moi, que je vois aujourd'hui significatif, et c'est systématiquement quand on a un surplomb en démarrage, la seule vraie question que je pose, c'est est-ce que vous entendez bien avec vos voisins? Est-ce qu'il y a des choses particulières avec votre voisin? Est-ce que vous êtes en conflit avec votre voisin? À partir du moment où on me dit non, rien de particulier, je considère que, OK, je le mets au fond du tiroir et je le ressortirai au bon moment, 18 mois ou 24 mois après, à la fin de la conception et du vote des travaux. À ce moment-là, on le mettra. Mon seul gros clignotant, c'est de me dire, voilà, c'est est-ce que ça se passe bien? Et c'est le seul gros beau conseil, c'est de l'avoir en amont pour ne pas se retrouver, par contre, effectivement, avec un vote qui a été validé. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, ça fait 3 ans qu'on est en conflit avec le voisin et qu'on s'envoie des lettres. Parce que là, des fois, les syndics, ils ne nous disent pas tout de suite. Il y a des syndics parmi il est présent, mais des fois, ce n'est pas le sujet qui est mis en avant tout de suite auquel on pense. Voilà, je reste à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Philippe. Je vois qu'il y a déjà une question, donc on va vous donner la parole, Thibaut Clarins. Oui, bonjour, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Oui, on t'entend. Ok, super. Bon, bah, merci à tous les deux pour toutes ces informations et retours d'expérience. Je me demandais si vous aviez un peu un ratio d'affaires qui part en juridique, entre guillemets, c'est-à-dire avec un refus des voisins ou du voisin, et si ça aboutit, et est-ce que ça se rajoute aux 10 ou 12 mois dont vous parliez? Alors moi, j'ai pas de. Je vous dis, jusqu'à présent, on n'a pas me portez pas la poisse. On a d'autres contraintes et d'autres problèmes, mais celui-là, on ne l'a pas encore eu. Alors, statistiquement, comme je dis toujours, quand on n'a jamais eu, au bout d'un moment, on l'a. C'est de la statistique, mais voilà, on ne l'a pas. Les informations que j'ai sur des endroits où, notamment à Paris, où il y a encore presque plus de surplomb, et notamment en discutant avec l'UNIS ou la FNAIM, c'est qu'il y en a relativement pas qui vont au juridique. À ma connaissance, je vous dis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a eu un début de discussion un peu compliqué, ça s'est terminé par OK, accord de faire les travaux par la justice et indemnisation plus tard. Voilà, j'en suis là. Et après, je pense que la jurisprudence et sans doute évoluera. Enfin bon, voilà, on est dans l'humain, donc il n'y a pas de raison manifeste que les gens. Voilà. Après, on tombe souvent comme sur des particuliers en face, ou des syndicats des copropriétaires qui sont, j'ai envie de dire, gérés par des syndics. C'est presque souvent quand même plus facile. Le principe, c'est quand même de dire que la loi, elle existe. À partir du moment où il y a la loi qui existe, les gens ils se disent, je ne vais pas aller m'opposer coûte que coûte à une loi. Voilà. Et puis, il faut un motif légitime pour s'opposer, de toute façon. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'oppose qu'on aura gain de cause. Mais en effet,
j'ai quasiment pas trouvé de jurisprudence, mis à part quelques décisions à Paris, mais très très peu. Donc ça veut dire que c'est pas trop un sujet, quoi. D'accord, merci. On a répondu à votre question. Donc, on a répondu sur votre question sans réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffre. Non, mais c'est plutôt encourageant. Moi, je suis un copropriétaire occupant et président d'un conseil syndical. On a commencé à prendre contact avec une parcelle voisine à Paris. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse au bout de 2-3 mois. Donc, on n'est pas pressé parce qu'on en est encore. On n'a pas fait la méthode que vous aviez suggérée. Donc, ça me fait réfléchir, mais on a mis un peu la charrue avant les bœufs. On s'est dit, est-ce que ça a du sens d'engager des devis d'architectes, d'entreprises et des longues études si on a un refus de la copro voisine et qui nous fait perdre 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Donc, on s'est dit, on va déjà les sentir le pouls et pour l'instant, il est mort. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Là où on peut avoir quelques complications juridiques, c'est pas grave si on ne me voit pas, mais là où on peut avoir quelques complications juridiques, c'est lorsque on a affaire juridiquement à un voisin dont la qualité est une indivision. Quand c'est un monopropriétaire ou une copropriétaire, on sait à qui on s'adresse. Lorsqu'on s'adresse à une indivision, et en plus une indivision où il y a des tensions entre les co-indivisaires et on a du mal à obtenir une réponse, là, ça peut compliquer la donne, en effet. Mais je vous dis, hein, vraiment, sur les quelques rares jurisprudences que j'ai pu trouver du tribunal judiciaire de Paris, j'ai trouvé que à Paris, mais c'est très, très à la marge, hein. Donc, ça veut dire que j'imagine 88% des situations se règlent totalement à l'amiable, hein, sans difficulté. Il faut juste pas avoir le propriétaire qui soit effectivement des fois au Brésil ou autre et difficile à identifier. Ça, c'est les notaires qui peuvent des fois identifier aussi le propriétaire de la parcelle. Il y a quelqu'un qui demande, on est d'accord que même si cela se passe bien avec le voisin, nous sommes obligés de passer par un acte notarial. Oui, vous l'êtes. Oui. Ça permet de bien tout légaliser, hein, et de rendre opposable et de pouvoir vendre dans de bonnes conditions. Ça crée une servitude, il faut qu'elle soit attachée à la propriété, hein, du logement, de l'immeuble. D'autres questions? On a été si clair que ça? Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Je vois mes petites notes, je complète une chose parce qu'à un moment donné, David a parlé du fait qu'on doit prouver que techniquement, on est obligé de faire en faisant une isolation thermique par l'extérieur. Concrètement, hein, c'est juste une attestation du maître d'œuvre qui dit que voilà, on a fait des calculs de gain énergétique, ça déclenche des aides et que pour déclencher les aides, il faut faire une isolation thermique par l'extérieur et que c'est les plus efficaces. Et voilà, c'est pas non plus un rapport de 500 pages. Hein. C'est une attestation sur sur l'honneur du maître d'œuvre qui dit que c'est la meilleure des solutions. C'est bon? Bon, ouais. Merci à tous pour votre participation et merci surtout à nos deux intervenants. C'est très clair. Et donc, je vous enverrai par la suite le support de présentation. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre agenda pour vous inscrire au prochain rendez-vous copro. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.